Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, Alexis Valois est parti à la rencontre du chef pâtissier Nicolas Berger, qui est devenu torréfacteur de cacao et chocolatier. Il est situé en Île-de-France et il a créé sa propre unité de transformation des fèves en pistoles de chocolat aux goûts originaux. C'est parti. Alors Nicolas Berger, cet amour du chocolat, cette passion pour la fève de cacao, d'où vient-elle ? C'est une bonne question. Je pense que ça vient... Bon, moi je suis déjà né dans une famille de pâtissiers, donc je suis tombé un petit peu dedans en étant petit. Je suis lyonnais, dans la région lyonnaise. Pour moi, il y avait Bernachon à Lyon qui était un des phares pour le chocolat. Ça m'a toujours traversé l'esprit de vouloir faire quelque chose comme il faisait, c'est-à-dire que ce que je trouve intéressant dans leur démarche depuis toujours, Maurice Bernachon, il a fondé son entreprise et quand il voulait du chocolat, il a fabriqué son chocolat. Quand il utilisait des fruits confits, il fabrique ses fruits confits. Enfin voilà. Et ça, je pense que c'est la clé pour avoir une signature, quoi. C'est d'aller chercher la matière première depuis les origines pour pouvoir vendre quelque chose, un produit fini qui soit parfaitement identifiable, quoi. Donc en fait, le chocolat, pour moi, c'était une matière comme d'autres, on peut travailler le pain avec les céréales, on peut travailler, enfin, il y a d'autres champs d'expression, mais le chocolat en était un, et c'est celui qui m'a le plus attiré. Moi, j'ai arrêté l'école pas trop tard, et j'ai passé après un CAP de pâtisserie. J'ai continué après avec le brevet de maîtrise, et j'ai été pâtissier, donc j'ai commencé avec mon père. Et puis je suis monté assez rapidement à Paris, j'ai travaillé pour Jean-Paul Evin, j'ai travaillé pour La Durée, je suis parti en Italie pendant un an avec une aventure un petit peu à l'étranger. Je suis parti aux États-Unis également, à New York, où j'ai travaillé pour l'hôtel Peninsula, pour François Paillard. Et là j'ai rencontré Alain Ducasse qui ouvrait son restaurant gastronomique. Et ça a été la première occasion de travailler avec lui. Et quand je suis rentré en France, j'ai travaillé également avec lui à l'hôtel Plaza Athénée. Et puis après en tant que responsable exécutif pour la pâtisserie. Voilà, donc j'étais en charge de tous les restaurants pour la partie pâtisserie. Et j'avais l'envie d'ouvrir une chocolaterie. Il a été très aidant. On a monté la manufacture de chocolat ensemble. Et ça a été une belle aventure. Pourquoi la fève de cacao, justement, vous attire, vous la trouvez particulièrement intéressante ? Je me suis lancé en découvrant de nouvelles origines et puis j'ai demandé aux gens de ma connaissance, aux amis et autres, s'ils pouvaient être intéressés par ce chocolat-là. Et voilà, et petit à petit, je constitue une petite clientèle qui sont à la recherche justement de ces spécificités, quoi. Aujourd'hui, je n'apparais jamais, je n'apparais pas, sauf pour ceux qui souhaitent que j'apparaisse, auquel cas, moi, je suis ravi de leur faire plaisir et d'être en avant. J'ai choisi les fèves, bien sûr, pour leur qualité organoleptique, et puis aussi, ça a été des rencontres avec les gens que j'ai pu trouver sur le chemin des fèves. Donc, j'ai fait des rencontres. Je pensais jamais utiliser les fèves du Venezuela parce que c'est un pays assez difficile. Et moi j'ai besoin d'avoir une certaine pérennité pour pouvoir travailler et être sûr que mes fèves vont arriver en temps et en heure. Et en fait j'ai rencontré une personne qui est mariée, un garçon qui est marié avec une Vénézuélienne, et ça fait qu'il passe sa vie entre la France et le Venezuela et il sait exactement où se trouvent les plantations, la qualité, etc., quoi. Donc voilà, il s'est passé la même chose pour l'Indonésie. L'Indonésie c'est pareil, c'est souvent, comme c'est pas une grande démocratie, c'est souvent des plantations d'État. Et j'ai trouvé le même type de particularité, c'est-à-dire un garçon qui est marié avec une Indonésienne et qui va sur place et qui vraiment, lui, est capable de sourcer le cacao d'île en île et qui est capable de me fournir une particularité sur une île, une autre sur une autre. Donc voilà, ça c'est des rencontres qui sont vraiment importantes et intéressantes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller sur place ? Oui, j'ai eu l'occasion d'aller sur place. Alors je ne suis pas allé dans toutes les destinations que j'utilise, mais je suis allé dans certaines.
Je suis allé en République dominicaine, je suis allé au Brésil. Ça m'a permis de comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, comment on en vit des fèves de cacao, comment était la culture. C'est jamais monoculture, hein, c'est toujours des cultures qui sont... c'est toujours un ensemble de cultures. Il faut de la chaleur, il faut aussi de l'ombre pour le cacao. Donc voilà, c'est souvent très intéressant de rencontrer justement les gens qui sont au début de cette chaîne. C'est important aussi de s'assurer qu'ils maîtrisent parfaitement leur travail de fermentation et qu'ils ont l'infrastructure aussi nécessaire pour pouvoir faire un séchage parfait. Quoi, voilà. Qu'il n'y ait pas d'aide avec des séchoirs à base de diesel ou autre. Quoi, voilà, que c'est fait vraiment à l'air libre. Et donc, les personnes, les intermédiaires avec qui je travaille, c'est eux qui principalement voyagent. Donc, ce sont des intermédiaires, mais ce sont aussi des gens maintenant que je connais bien, et avec qui on a une relation particulière. Et ça permet, bien sûr qu'ils vont sur place, bien sûr qu'ils vont sélectionner, mais ils ramènent les fèves, ils voient les gens sur place, ils voient les infrastructures, ils notent voir s'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser le travail post-récolte. Hein. Et ensuite on ramène les échantillons en Europe, on fait les échantillons, on fait les analyses au niveau des métaux lourds et des pesticides pour être sûr que tout est parfait, tout est propre. Et une fois qu'on a toutes ces informations, eh bien on peut choisir ce qu'on va utiliser ou pas. Donc là, la sélection, finalement, vous la faites avec les fèves entre les mains. On sélectionne les fèves, oui bien sûr, avec les fèves séchées et qu'on va faire torréfier, C'est ça qui finalement va donner l'intérêt, c'est ça qui est la décision finale, quoi. Est-ce que vous leur donnez des consignes particulières de fermentation? Pas particulièrement, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, si je prenais des containers et des containers de fèves, je pourrais avoir des spécificités particulières. Aujourd'hui, je m'adresse simplement aux gens qui font bien leur travail, qui le maîtrisent bien, et déjà, ça me convient parfaitement. Voilà. Donc, je ne peux pas, quand on prend 5 tonnes, 10 tonnes de fèves à l'année dans une origine, pour moi, c'est conséquent, mais pour les planteurs, souvent, c'est une goutte d'eau. Donc, avoir des exigences particulières pour ça, je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment, que j'ai une capacité d'achat suffisante pour pouvoir avoir un peu d'écoute, vraiment, quoi. Même si on commence à nouer des liens avec certains planteurs, avec certaines coopératives, mais bon, ça fait qu'1 an et demi qu'on a démarré, donc on est encore tout jeune et tout nouveau dans ce sujet, quoi. Voilà, donc là les fèves, je stocke au minimum, hein, je fais venir au fur et à mesure de mes besoins, et quand ça vient, c'est transformé et ça repart. Je stocke vraiment, voilà. Quand je tape dans le stock d'Anvers, bien sûr que je vais faire venir un peu plus de fèves qui vont être... Je vais faire venir toutes les fèves qui sont stockées à Anvers pour minimiser les transports. Mais voilà, je fais venir pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines maximum. Il y a 3 étapes qui donnent vraiment le goût du chocolat. Enfin 4 presque. Enfin, il y a la sélection de la fève, hein, bien sûr. Mais il y a ça c'est la poubelle. Il y a la fermentation. Donc la fermentation, elle est primordiale, être sûr que c'est bien fait. C'est-à-dire que quand dans les pays d'origine, ils ouvrent les cabosses, les fèves sont recouvertes d'une pulpe blanche. Cette pulpe blanche est extrêmement sucrée. Donc ils vont mettre ces fèves dans des grandes caisses en bois. Et cette pulpe blanche va commencer à être dégradée. Le sucre de la pulpe va être dégradé. Et assez rapidement, il va être transformé en alcool. Donc ça, c'est la première fermentation. Mais cette première fermentation, elle est intéressante, mais elle est un peu périphérique. C'est-à-dire qu'elle va atteindre plutôt le contour de la fève, mais pas forcément rentrer à l'intérieur. Et il y a une deuxième fermentation après qui va se passer. C'est une fermentation acétique. Donc cet alcool va se transformer en vinaigre. Donc cette fermentation-là est assez intéressante parce qu'elle va vraiment pénétrer au cœur de la fève. Et c'est ça qui va vraiment développer les arômes et qui va donner la typicité du chocolat. En revanche, cette fermentation va amener beaucoup d'acidité, donc une acidité de vinaigre, hein, tout simplement. Et donc, cette acidité-là
peut être parfois un problème ou peut être une contrainte. Voilà. Donc on va souvent en retirer tout ou partie pendant le processus de fabrication du chocolat. La température varie un petit peu en fonction de la saison, c'est-à-dire que quand les fèves sont beaucoup plus chaudes ou beaucoup plus froides, eh bien, le temps de torréfaction va être un petit peu différent, donc on peut varier de quelques degrés. Ça peut varier aussi en fonction de la taille des fèves, hein, plus ou moins grosses, et puis ça peut varier en fonction du taux d'humidité que vont avoir les fèves. Donc, des fèves très humides, forcément, la torréfaction sera un peu plus longue. Des fèves très sèches, on va restreindre le temps de torréfaction parce qu'elles risquent de se casser à l'intérieur du tambour et d'avoir des petits morceaux qui vont brûler après. C'est un travail d'attention, c'est-à-dire que vraiment, il faut être là, il faut goûter. Parce que déjà, la première torréfaction et la cinquième, ce n'est pas le même temps. Donc, il faut être devant la machine, il faut goûter, il faut être réactif, il faut être attentif à ce qu'on fait. Et quand je vois tous les bean to bar qui se montent, moi je trouve ça, voilà, ça amène un intérêt sur un produit. Enfin, moi je trouve ça très bien. C'est-à-dire que les gens se disent, ah mais tiens, finalement... le chocolat, ça peut être acide, ça peut avoir un peu d'astringence, ça peut avoir ça peut avoir ces notes-là. Bon, c'est un peu... alors, toute raison gardée, c'est un peu comme le vin, quoi, hein, où il y a... malgré tout, on peut parler de terroir puisqu'il y a une fermentation. Donc, s'il n'y avait pas de fermentation, le terroir serait que, j'ai envie de dire, anodin, quoi. Mais là, avec une fermentation qui va utiliser finalement la flore et la diversité de la faune autour, puisque dans la fermentation rentre tout en fait. Hein. Oui, finalement, on n'est pas très loin de ce qui se passe dans la fermentation du vin, quoi. Ça va ramener, effectivement, ça peut ramener, donc on a des cacaos qui vont être beaucoup plus acides, on a des cacaos qui peuvent avoir des goûts un peu tourbés, on va avoir des cacaos qui peuvent avoir des goûts un peu d'humus, pratiquement, quoi. Alors ça, c'est des choses, c'est des niches, hein, c'est des choses assez particulières, il faut avoir l'explication qui va avec quand on vend ce genre de chocolat, hein, c'est particulier. Surtout qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on a eu des chocolats qui étaient plutôt très industrialisés, avec des goûts qui devaient être lissés et très simples, finalement, très faciles d'accès, quoi. Avec de la vanille, avec pas mal de sucre, et donc c'était ça le chocolat. En fait, ça peut être beaucoup de choses d'autres, beaucoup de choses intéressantes également, quoi. Mais il faut avoir aussi la curiosité de vouloir découvrir ce qu'il y a derrière, quoi. Toute la gamme, donc toutes les origines sont faites en chocolat noir 65%, donc du sucre, des fèves de cacao et c'est tout. Je rajoute un peu de lécithine parce que moi, techniquement, j'ai besoin, si j'ai un client qui va garder du chocolat dans une étuve pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, qu'il n'y ait pas de décantation trop forte qui se fasse. Donc la lécithine permet de bloquer ça. J'en mets 0,2%, hein, c'est pas le sujet. Mais si j'étais à mon compte, j'en mettrais pas. Enfin, si je disais que pour moi, j'en mettrais pas. Je le mets simplement pour les clients, pour pas qu'ils me disent, attends, j'ai le gras qui est au-dessus et la partie sèche qui est en dessous. Donc je fais du 65% sans rajout de beurre de cacao dedans. Donc le beurre de cacao qui est dans ce chocolat, c'est uniquement le beurre qui était déjà dans les fèves. Et ensuite, je fais tous les 100% également, donc les fèves broyées dans toutes les origines. Et pour beaucoup de gens, je donne un tableau de conversion en leur disant, voilà, vous prenez 1 kg de 65, vous mettez 300 g de 100% et vous obtenez votre 72%. Ou si vous souhaitez, vous mettez 150 grammes, vous prenez 1 kg, vous mettez 150 grammes de pâte de cacao, 150 grammes de beurre de cacao, et vous obtenez un 72 également, mais à votre goût. Donc vous ajustez les choses en fonction du pourcentage que vous aimez et du taux de beurre de cacao que vous pensez être le plus adapté à votre goût. Donc ça a plutôt plu, ça a plutôt marché parce que j'offrais la possibilité de personnaliser et de s'approprier le pourcentage, le goût, la finalité du chocolat. Après, on est dans un métier où il y a aussi beaucoup de choses qui ont été rationalisées, standardisées, et donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé un chocolat qui était tout prêt, qui n'avait plus qu'à pouvoir donner à son apprenti, à son commis, et puis ne pas avoir de soucis de recettes, de plusieurs articles pour finalement en faire qu'un seul. Donc j'ai fait un 75% qui a la fluidité nécessaire pour faire tout ce qui est moulage, tablette et autres, où j'ai un rajout de beurre de cacao qui est de 4%, donc ce qui n'est pas énorme, mais qui permet juste d'avoir la fluidité nécessaire pour
épouser toutes les aspérités d'un moule, d'une tablette, de tout ce qui peut être moulage en général. Quels sont vos secrets pour équilibrer l'acidité, l'amertume, l'astringence? Alors moi, j'essaye pas trop d'équilibrer, c'est-à-dire que oui, bien sûr, un chocolat qui va être très acide, hein, on a typiquement Madagascar, c'est un terroir qui a toujours beaucoup d'acidité. On a également Vietnam qui a beaucoup d'acidité. Donc bien sûr qu'en termes de torréfaction, on va pousser la torréfaction jusqu'au maximum de ce que l'on peut faire, hein, avant bien sûr qu'on développe trop d'amertume, mais on va évacuer une grosse partie d'acidité à ce moment-là. Et puis au niveau du conchage également, on va avoir un conchage qui va être un peu plus intensif, mais il ne faut pas qu'une fève de Vietnam ou une fève de Madagascar qui est naturellement chargée en acidité devienne tout d'un coup quelque chose qui soit complètement plat et presque insipide. Donc il faut quand même garder le caractère, la spécificité de chacune de ces origines, quoi. Donc je garde justement une bonne partie de l'acidité. Il faut juste pouvoir prévenir nos clients pour leur dire attention, cette origine-là, elle va être un peu plus acidulée, cette origine-là, elle est acidulée et en plus elle est très végétale, donc c'est un peu plus sec, celle-ci, elle va être un peu plus ronde, un peu plus terreuse. Enfin voilà, chaque fève va avoir sa particularité. À partir du moment où c'est expliqué, accepté et qu'on peut le justifier, on peut le comprendre, les choses se passent bien. Combien de provenances, avec combien de provenances travaillez-vous? Aujourd'hui, j'ai 8 provenances. J'en ai peut-être une 10e dans les tuyaux qui devrait arriver bientôt. J'ai fait des essais là et je goûte tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines parce que ça évolue très légèrement en fonction après cristallisation. Donc j'ai besoin de quelques jours avant d'être complètement convaincu. On a 2 provenances pour l'Asie, que sont le Vietnam et l'Indonésie, 2 provenances pour l'Afrique, c'est le Sao Tomé et Madagascar. On a 5 provenances maintenant en Amérique, on en a 2 dans les Caraïbes, la République dominicaine et Cuba, et ensuite l'Amérique du Sud, c'est le Venezuela, l'Équateur et le Pérou. Voilà. Et en attente, on a la Colombie. Pareil, la Colombie, un garçon qui est marié avec une Colombienne et qui travaille à l'économie locale et qui est un garçon qui est très dévoué à tout ça et qui connaît bien le terroir, qui fait attention à ce qui est fait. Et donc c'est intéressant d'avoir ce genre de partenariat également. Mais lui, il débute aussi, donc il faut aussi l'aider. Donc toute cette chaîne est assez fragile, quoi. Donc, est-ce que vous continuez à pâtisser vos chocolats? Ah, je fais un peu de pâtisserie au chocolat, mais à la maison, pour mes filles et mon fils, voilà. Mais ça s'arrête là.